J'ai grandi bercé par les enjeux climatiques. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours détesté entendre dire que les jeunes n'avaient plus d'idéaux. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Un rêve de consommation, le grand marché européen? Des lendemains qui chantent? On n'a que dalle. Juste des perspectives à vous faire flipper de faire des mômes. Si je prends les tendances d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui elles sont de 25 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. En 2050, si rien ne change, elles seraient de plus de 60. Et pour être conforme au scénario du GIEC, il faudrait qu'elles soient de l'ordre de 13. Donc il faudrait passer de plus de 60 à 13 en 2050. Ça donne la mesure de l'effort qui est à faire, qui est énorme. Claude Mandil a longtemps dirigé l'Agence internationale de l'énergie, dont les analyses font référence. Entre la croissance exponentielle de la consommation et l'effondrement des réserves, l'équation paraît vite insoutenable. L'avenir, bien incertain. Et là, il faut voir que si on se contente d'énergie fossile, le niveau de consommation qui aujourd'hui ne perturbe pas le climat, c'est le niveau de consommation d'un Indien. Donc le développement durable, c'est très simple, c'est l'Indien de l'an 2000. Jean-Marc Jancovici est connu pour son franc-parler. Cela ne plaît pas à certains, mais au moins tout le monde le comprend. Plus vite on freinera, plus tôt on freinera et plus fort on freinera, moins le choc sera violent. C'est de cet ordre d'idées dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Cécile Duflot est une enfant des chocs pétroliers. Elle incarne une nouvelle génération de politiques. Pourtant, la révolution écologique est sur toutes les lèvres. Les politiques chantent l'avenir durable, les citoyens rêvent en vert. Marchands, banquiers, industriels ont adopté la couleur du temps. Mais cela suffira-t-il à changer le monde qui nous entoure ? Les prévisions qui sont faites sont toujours d'une augmentation de la consommation d'énergie très importante. Et les propositions de nos gouvernements et de nos ingénieurs et de l'industrie sont des substitutions ou des réparations. Benjamin Dessus est un spécialiste des énergies renouvelables mondialement reconnu, qui n'a jamais ménagé ses efforts militants. Alors, ce serait intéressant de dire quel type de choses c'est et quelles en sont les limites. Est-ce que comme ça on a des chances d'en sortir ou pas? Et moi je vais te démontrer qu'on n'a aucune chance d'en sortir. On attend tous que la science, les progrès technologiques nous apportent la solution. L'énergie miracle. Celle qui nous permettra de continuer notre folle course comme si de rien n'était. Les énergies renouvelables sont clairement une piste très importante. C'est peut-être pas la solution unique, la solution magique à court terme. Jean-Pascal Van Niepersel est vice-président du GIEC, le groupement international d'études du climat. Et si on prend un peu de recul, le soleil nous fournit tous les jours 8000 fois plus que la consommation mondiale d'énergie. Alors, je ne dis pas qu'on peut arriver à capter cette quantité d'énergie phénoménale demain matin, hein, mais le GIEC a écrit il y a 10 ans que le potentiel technique des énergies renouvelables s'élevait à peu près 10 fois la consommation mondiale d'énergie de 2005. Donc, la question, c'est comment traduire ce potentiel technique en potentiel utilisable économiquement. Si on est un tout petit peu brutal, on peut dire que les énergies renouvelables, on ne peut rien en attendre s'il s'agit d'éviter la guerre dans les 30 ans qui viennent. En gros, les deux énergies renouvelables significatives dans le monde aujourd'hui, c'est le bois et l'hydroélectricité. Les deux énergies renouvelables qui sont mises en tête par les Français quand on leur demande c'est quoi les énergies renouvelables, c'est l'éolien et le photovoltaïque, c'est-à-dire des queues de cerises qui comptent dans le journal parce qu'ils reçoivent plein de communiqués de presse là-dessus, mais qui ne comptent absolument pas dans la vraie vie.